le magazine de la Grâce matinale, l'invité. Et pour cette interview de la semaine, je reçois Ilan Lay. Bonjour Ilan. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'École normale supérieure et premier vice-président de l'AGEP, l'Association générale des étudiants parisiens et étudiantes parisiennes. Et au sein de l'AGEP, vous rassemblez 45 associations étudiantes et à Paris. Donc depuis lundi, tous les étudiants de France ont accès au repas à 1 € dans les restaurants universitaires, les rues. Jusqu'ici, c'était seulement pour les boursiers et les boursières. Donc ça fait longtemps que cette mesure était réclamée par les syndicats et les associations étudiantes. L'État a prévu 50 millions d'euros pour cette année. Et pour beaucoup de syndicats étudiants, justement, c'est trop peu. Pour vous, ces repas à 1 €, c'est une bonne nouvelle ? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle parce que, comme vous le dites, ça fait longtemps que c'est réclamé comme mesure pour lutter contre la précarité étudiante. Alors, ça suffira pas, mais c'est un pas dans le bon sens, on va dire. Mais voilà, une des limites, c'est que c'est pas financé pour l'instant à la hauteur. Cette mesure n'est pas financée à la hauteur des besoins. On estime qu'il faut environ 150 millions d'euros par an pour financer le repas à 1 € pour toutes et tous et toute l'augmentation d'affluence que ça provoquera. Donc, actuellement, il y a qu'un tiers qui est mis sur la table et évidemment, ça va probablement résulter en une dégradation des conditions de travail pour les agents du Crous, une hausse des files d'attente, peut-être une dégradation de la qualité des repas, etc. Et donc on reste vigilant sur ces points-là pour faire en sorte que ça se déroule au mieux. Oui, parce que là, c'était donc seulement les boursiers, donc c'est à peu près 700 000 étudiants. Là, on est à 3 millions désormais qui peuvent avoir accès à ces repas. Et en fait, ce budget, il servirait à quoi, en fait, très concrètement, pour justement que ce soit bien mis en place correctement ? Donc déjà il faut financer avant c'était 3,30 €, maintenant c'est 1 €, donc il y a ces 2,30 € à financer. Et après il y a aussi toute la hausse de fréquentation qui va arriver parce que les étudiants parfois certains, c'est un étudiant sur 35 un étudiant sur 5 qui à 3,30 € n'a pas les moyens de manger au Crous, et donc évidemment il y aura plus de monde qui va venir au Crous, et donc c'est une hausse de la fréquentation, une hausse de la quantité de repas, et donc ça suppose des financements supplémentaires qui pour l'instant ne sont mis que partiellement sur la table. Et justement cette hausse de la demande, si on n'a pas suffisamment, si l'offre est pas capable de répondre à cette hausse de la demande, est-ce que ça va pas même peut-être être contre-productif et mettre en difficulté les étudiants et les étudiantes qui en ont le plus besoin ? Peut-être, s'il y a une hausse des files d'attente, notamment comme on a qu'une heure que pour manger, que parfois le restaurant est à 10 minutes du lieu où on a cours, on peut pas manger au Crous le midi. Donc oui, potentiellement ça va avoir des conséquences négatives aussi sur certains aspects. Et plus largement, ça pose la question en fait de la précarité alimentaire. Elle touche énormément d'étudiants. Notamment, il y a une étude qui est réalisée par l'association Linky tous les ans auprès de 22 000 étudiants. Et selon cette étude, il y a 8 étudiants sur 10 qui disposent de moins de 100 € pour se nourrir et se soigner une fois qu'ils ont payé leur loyer chaque mois. Donc en fait, la précarité alimentaire, elle concerne pas que les boursiers et les boursières. Ça concerne énormément d'étudiants. Ça concerne énormément d'étudiants qui, en fait, le problème du système de bourse, c'est qu'il est basé sur, alors déjà, c'est des critères assez restrictifs, et ensuite c'est basé sur le niveau de revenu de la famille, qui parfois n'est pas corrélé aux moyens réels qu'a l'étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en rupture familiale, ou alors tout simplement la famille a beaucoup d'enfants ou n'a pas les moyens d'accompagner l'étudiant qui parfois est parti de la maison pour faire ses études. Et donc il y a de plus en plus d'étudiants qui malheureusement sont obligés de choisir entre se loger, se nourrir, se soigner, et qui luttent chaque jour pour leur survie aussi, et essayer de réussir leurs études comme ils peuvent. Et quelles conséquences ça va avoir justement sur ces étudiants, à la fois sur leur réussite dans le cursus, mais aussi sur leur santé mentale ? La précarité étudiante, c'est la première cause d'échec académique. C'est ce qu'on s'efforce de répéter tous les jours et pour alerter, parce que c'est pas possible de subvenir, de réussir des études en ayant un job à côté, parfois en étant obligé de se loger très loin de son lieu d'études. Le temps de transport moyen en Île-de-France pour un étudiant, c'est 1h50 par jour. C'est-à-dire que concrètement, c'est des étudiants qui se lèvent le matin à 8h pour aller en cours, qui doivent être à 8h en cours alors qu'ils habitent très loin, et qui après à la fin de leur journée doivent aller à leur job étudiant puis rentrer chez eux. Il y a pas du tout de place pour les loisirs, pas du tout de place pour le repos, et c'est souvent des journées, des étudiants qui sont très isolés, et donc ça a évidemment aussi, vous le dites, un impact sur leur santé mentale. En France, on a un psychologue pour 15 000 étudiants, c'est 10 fois moins que les recommandations internationales, et donc on attend aussi qu'il y ait des choses qui soient mises en place sur ce côté-là, à la fois en prévention et en curatif pour faire face aux problèmes de santé que ça entraîne chez les jeunes.
Et pour vous donner aussi un chiffre qui illustre ce que vous venez de nous dire, c'est que 32% des bénéficiaires d'une aide alimentaire au niveau national ont redoublé une année, et en moyenne, en fait, c'est c'est 17%, donc on est à presque 2 fois plus pour ces étudiants qui sont en situation de précarité alimentaire. Et une autre dépense qui précarise énormément les étudiants, c'est le logement. Aujourd'hui, c'est leur principal poste de dépense. Il n'y a pas assez de logements Crous. Les logements Crous, ça répond seulement à 7% des besoins au niveau national, 2% seulement en Île-de-France. Mais comment on fait en fait quand on est étudiant et qu'on ne peut pas se loger avec les logements Crous ? Eh bien, malheureusement, ça fait qu'on est obligé de se loger dans le parc privé. Et donc, en particulier à Paris, c'est un parc privé qui est insuffisant et qui n'est pas assez régulé. Et donc, c'est des étudiants, je disais, qui doivent s'éloigner de leur lieu d'études. Ça entraîne un isolement, des temps de transport qui augmentent. Et après, des loyers aussi exorbitants. À Paris, c'est presque 900 € le loyer moyen d'un étudiant. Et donc, comme notamment à cause de l'encadrement des loyers qui n'est pas suffisamment respecté. L'encadrement des loyers, c'est ce dispositif qui qui encadre les loyers possibles en fonction du mètre carré appliqué par les propriétaires. Un logement sur 3 ne respecte pas la réglementation de l'encadrement des loyers. Donc, c'est des loyers qui sont très élevés, qui pèsent très fortement sur le portefeuille des étudiants. Et après, un isolement et des conditions de logement aussi. Il y a de plus en plus de passoires énergétiques qui sont mises sur le marché, des logements, un étudiant sur 3 qui est en situation de mal logement, c'est-à-dire avec de la moisissure, des nuisibles, etc. Et donc, c'est des conditions de vie qui sont déplorables au quotidien. Et ça aussi, ça va venir forcément affecter la réussite académique. Évidemment. Ouais. Et il y a aussi un autre sujet qui est aussi lié au logement, c'est aussi une fois qu'on est dans un logement, il faut aussi avoir une connexion internet viable. Ça aussi, c'est quelque chose que vous rencontrez au quotidien avec les étudiants que vous accompagnez, cette question de l'accès à une bonne connexion pour l'accès à une bonne connexion et plus globalement avoir un endroit pour étudier. Il faut un logement calme, avoir l'espace de mettre un bureau pour mettre ses cahiers, son ordinateur, avoir une connexion internet. Et donc aujourd'hui, il y a très peu d'étudiants qui peuvent étudier chez eux et qui sont obligés d'aller en bibliothèque. Alors parfois c'est intéressant la bibliothèque, mais c'est justement, comme je le disais, parfois très loin des lieux d'habitation des étudiants, et c'est pas ouvert le dimanche, c'est pas ouvert en soirée, et donc ça entraîne encore plus d'isolement de la part de ces étudiants, une difficulté pour réussir à achever leur cursus. Et justement, une des choses que vous réclamez, c'est l'élargissement des horaires d'ouverture de bibliothèques pour que tout le monde puisse y accéder aussi en sortant des cours et avoir un lieu pour étudier. Aussi, à l'AGEP, en ce moment, vous menez une enquête justement sur le logement en région parisienne et plus largement en Île-de-France. Vous avez ouvert un questionnaire mi-avril et c'est ouvert jusqu'au 13 juin. Pour l'instant, vous avez reçu beaucoup de réponses. Il y a plusieurs centaines de réponses. Oui, j'ai pas les derniers chiffres. J'ai pas. Il y a beaucoup de choses en ce moment. J'ai pas regardé ce matin avant de venir. Mais oui, j'invite tous les étudiants qui nous écoutent à aller remplir cette enquête. Elle est disponible sur notre Instagram agep-fed. Je fais un peu d'autres promos, je me permets. Pour on essaie de mieux comprendre les problématiques de logement et spécifiquement à Paris, faire un état des lieux des résidences étudiantes qui existent, leur état et toutes les problématiques spécifiques. J'ai parlé d'encadrement des loyers, d'éloignement des lieux d'études à Paris, pour avoir un constat territorial de la situation locative à Paris. Et donc à Paris, c'est surtout des questions d'éloignement entre le logement et le lieu d'études, et aussi le montant des loyers. Est-ce qu'il y a aussi d'autres thématiques qu'on retrouve plus spécifiquement à Paris, en Île-de-France, qu'ailleurs après, tout est interconnecté, si vous voulez. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'offres, parce qu'il n'y a pas assez d'offres qu'on est obligé de s'éloigner de son lieu d'études, que du coup on est obligé d'accepter des offres qui rentrent dans nos demandes où les logements sont pas en bonne qualité, ou alors qu'il y a des abus de la part des propriétaires. Tout est lié. Et mais oui, les principaux constats que ça entraîne, c'est des loyers qui pèsent très fortement sur le portefeuille des étudiants, qui sont obligés de s'éloigner de leur lieu d'études et avoir des conditions de logement qui sont déplorables. Et de façon plus globale, comment on peut répondre à ce manque de logement ? Donc on l'a dit, il n'y a pas assez de logements Crous, le parc privé ça coûte très cher. Enfin, vous à l'AGEP, c'est quoi vos réclamations, vos demandes par rapport à ça ? Bien sûr, alors sur l'aspect pas assez de logements Crous, donc c'est ça, aujourd'hui il y a un étudiant sur 50 à Paris qui peut être logé par le Crous de Paris, donc c'est ridicule, et donc il est urgent d'investir dans les résidences étudiantes, de les rénover aussi, parce que beaucoup sont pas dans un bon état. Et ensuite, le parc social ne suffit pas actuellement à loger les étudiants, il faut aussi mieux réguler le parc privé. À Paris, il y a 300 000 logements qui sont vides, donc c'est des pistes, et après aussi sur l'encadrement des loyers, qui est un dispositif très important.
Concrètement, si l'encadrement des loyers finit à la fin de l'année, parce que c'est un dispositif qui pour l'instant est expérimental et il faut qu'il y ait une proposition de loi qui soit votée à l'Assemblée nationale et au Sénat pour qu'il soit pérennisé dans les années qui suivent. Donc possiblement en 2027, on aura des chambres de 9 mètres carrés à 1100 euros parce qu'il n'y a plus d'encadrement des loyers. Donc on alerte très urgemment sur la nécessité de saisir de ce travail parlementaire pour pérenniser l'encadrement des loyers, l'étendre aussi au reste de l'Île-de-France. Actuellement, il est en place qu'à Paris et dans quelques communes de Seine-Saint-Denis. Et après, mieux contrôler aussi son application, sensibiliser les étudiants en allant directement sur les campus, en envoyant des équipes de défense des droits, de la mairie, du Crous, pour sensibiliser les étudiants qui ne sont pas du tout au courant de leurs droits vis-à-vis du logement. Et mieux contrôler après, étendre les possibilités de contrôle, notamment par la mairie, et faire en sorte que ce dispositif soit respecté et qu'il y ait des sanctions qui soient appliquées systématiquement en cas d'abus. Il est 12h20 sur Fréquence Protestante, bientôt, non, 12h21, c'est toujours l'interview du Midi Magazine avec vous, Iliane Lé, doctorant à l'École normale supérieure et premier vice-président de l'AGEP, l'Association générale des étudiants parisiens. Et une autre actualité que j'avais envie qu'on aborde aujourd'hui, c'est qui concerne cette fois les étudiants internationaux. Fin avril, le ministre de l'Enseignement supérieur a dévoilé un nouveau plan qui s'intitule Choose Friends for Higher Education. L'objectif, c'est que les étudiants qui viennent de pays hors de l'Union européenne payent bien plus cher leur inscription à la fac. Donc très concrètement, ça veut dire que les jeunes qui viennent d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique paieront 2 895 € par an s'ils sont en licence contre 178 € aujourd'hui et 3 941 € en master contre 254 € actuellement. Donc ces droits d'inscription, en fait, ils ont été fixés en 2019, mais jusqu'à aujourd'hui, c'était assez peu appliqué. Ça concernait seulement 10% des élèves étrangers. Et selon le ministre de l'Enseignement supérieur, ça permettrait d'apporter 250 millions d'euros par an pour les universités. Mais vous, à l'AGEP, vous pensez que c'est une mesure dangereuse ? Bien sûr, c'est une mesure dangereuse. Donc concrètement, ça reviendrait à rompre complètement avec les valeurs humanistes d'accueil et d'ouverture qui sont celles de l'université depuis des siècles maintenant. L'université, ça vient du mot universel, et c'est voilà. Et donc, pour nous, c'est important que l'université reste ouverte et accessible pour toutes et pour tous. Et alors que appliquer des frais d'inscription à quasiment 4 000 € en master, ça revient à faire un tri social généralisé à l'université, motivé par rien d'autre que la xénophobie. Et donc, c'est une mesure qu'on dénonce très formellement, on alerte. Et vous dites que ça permettrait de rapporter de l'argent pour le budget des universités. Effectivement, il n'y a pas du tout assez de moyens qui sont mis pour le budget de l'enseignement supérieur. Mais 250 millions d'euros, déjà, c'est pas une façon acceptable de récupérer de l'argent, et puis ça ne suffirait de toute façon pas à combler tous les amphithéâtres en mauvais état, les professeurs qui ne sont pas remplacés, les diminutions de capacité d'accueil, les administrations surchargées, etc. Après, il y a quand même, en tout cas, c'est ce qu'annonce le ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a plusieurs mesures de compensation qui sont aussi qui seront mises en place, notamment pour citer les deux principales, c'est des bourses pour les profils avec des très bons résultats. Et puis aussi, chaque université pourra encore exonérer 10% des étudiants extra-communautaires selon des accords qui se feront avec d'autres universités à l'international. Et selon vous, ça c'est pas suffisant pour justement permettre quand même un accueil ? Non, puisque vous le dites, actuellement les universités ont la possibilité d'appliquer ces frais qu'on appelle différenciés, qui sont plus élevés pour les étudiants qui viennent qui ont une nationalité hors de l'Union européenne. Et donc elles ont la possibilité, mais très peu les appliquent. Il y a plus de 3/4 des universités qui choisissent d'exonérer de frais d'inscription ces étudiants. Enfin, d'exonérer partiellement et d'appliquer les frais d'inscription qui sont ceux qui ont 278 € en licence et 250 en master, qui sont appliqués pour les étudiants de nationalité française et européenne. Mais donc, en fait, ça reviendrait aujourd'hui concrètement à ce que on pourrait exonérer encore 10%. Ce serait de façon individuelle, mais donc ce serait 90% des étudiants en dehors de l'Union européenne qui paieraient des frais d'inscription qu'ils ne sont pas en capacité de régler. Aujourd'hui, les étudiants de façon très globale sont en situation de précarité, mais l'Observatoire de la vie étudiante estime que les étudiants de nationalité étrangère sont 2,5 fois plus précaires que les étudiants français, déjà parce que ils sont exclus du système de bourse, ils n'ont pas le droit aux bourses du Crous, ils ont perdu les APL cette année, donc ça revient à leur enlever déjà 250 € par mois de leur budget.
on parlait justement de droit au logement, et donc non, c'est pas du tout suffisant d'exonérer 10% de ces étudiants-là, puisque le reste ne le sera pas, et que ça aura des conséquences dramatiques pour nos camarades, et qui sont pourtant une richesse pour la France culturelle, économique, scientifique. Sans ces étudiants-là, aujourd'hui, les laboratoires du pays ne fonctionnent pas. Moi, je suis doctorant en sciences, je viens passer pour le savoir. Un étudiant sur deux en sciences en France, un doctorant sur deux en sciences en France est étudiant étranger. Donc concrètement, c'est mettre aussi complètement en péril le rayonnement des universités françaises, des laboratoires français, et même l'économie française de façon plus globale. Ouais, la France se priverait de talent en appliquant ses frais d'inscription très 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 élevés. Et donc la question que j'ai envie de vous poser aussi, c'est de se dire, mais où on trouve cet argent qui manque aux universités aujourd'hui, quoi? C'est des choix politiques, ça fait des années que les budgets de l'enseignement supérieur stagnent, alors que y a de plus en plus d'étudiants, et donc il faut que ce soit des priorités politiques. Qu'est-ce qu'on accorde comme poids à la jeunesse, à l'avenir, à quel point on trouve ça acceptable, tous les constats autour de la précarité étudiante, et qu'est-ce qu'on mise sur l'avenir pour avoir des jeunes qui soient formés pour faire tourner le pays dans les années à venir, puisque c'est qu'eux qui restera, et donc c'est des choix politiques, et il faut qu'il y ait des mesures qui soient mises en place. Et comment, alors l'interview touche tranquillement à sa fin, mais comment vous comptez vous mobiliser justement face à toutes ces annonces-là, enfin surtout particulièrement cette annonce-là qui concerne les étudiants internationaux? On est dès maintenant mobilisés sur les campus pour appeler à la manifestation. Il y a une manifestation mardi prochain, le 12 mai, à midi, qui part de Jussieu dans le 5e pour marcher vers le ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent à nous rejoindre pour protester contre cette mesure de tri social et à rejoindre la mobilisation. Écoutez, merci beaucoup merci à vous d'être venu répondre à nos questions. Je le rappelle, donc vous êtes doctorant à une école normale supérieure et premier vice-président de l'AGEP. Le magazine de la Grâce matinale, l'invité.